Édouard, on se retrouve pour un premier épisode d'une émission qu'on a décidé de créer, puisque très souvent des gens nous parlent, on en reparlera, des gens nous parlent du général de Gaulle, de l'époque glorieuse du général de Gaulle, ah quel bon temps, mais en réalité, dans 98% des cas, les gens projettent un fantasme sur l'épopée gaulienne ou l'histoire de la France sous de Gaulle. Ils disent « Ah, c'était les 30 glorieuses, donc c'était l'âge d'or ». Et puis, ils ne savent pas exactement comment ça s'est passé. Et donc, on s'est dit qu'on allait montrer ce qu'était de Gaulle. Et on va prendre l'histoire, on va faire une analyse d'histoire actuelle, contemporaine, à partir de ce qu'aurait fait le général de Gaulle, des vraies sources historiques, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous parlent de Gaulle et disent bah, donc on s'aligne sur les États-Unis, sur Israël, sur voilà. Et en fait, voilà, ça nous paraissait intéressant de dire que seraient de vrais gaullistes aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, notre débat un peu musclé hier a suscité plein de commentaires. Donc j'ai noté que j'avais un double menton, que j'étais bête, idiot, borné, plein de trucs. Mais non. Oui, particulièrement sympa. Et quelques lecteurs se sont inquiétés d'abord, ils m'ont dit, maintenant vous avez retenu la leçon, vous ne ferez plus la même chose. Donc, je tenais à leur dire, vous me sous-estimez. Et certains lecteurs se sont inquiétés mais alors vous vous êtes engueulé avec Édouard Husson, est-ce que votre collaboration va se finir et blablabla. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Édouard, ce qui s'est passé hier après notre débat? D'ailleurs, je vois que tu es un cocard, tu portes toujours la marque d'union que je t'ai dit. Mais oui, mais c'est amusant parce qu'en fait, on vit dans une époque où les gens se plaignent qu'il n'y a pas de débat. Et puis quand il y a un débat, alors là, c'est la fin du monde. Ils font de l'huile. Et alors d'abord, ils savent plus ce que c'est qu'un débat, donc ils se disent pas, mais ce qui est intéressant, c'est la confrontation des idées. Et puis il y a un salaud, et il y a des gentils, il y a le bon. Et donc, effectivement, les gens sont terrorisés quand il y a un débat. Alors dis-nous ce qu'on a fait après le débat. Eh ben, après le débat, on est allé faire un bon déjeuner avec Thierry Messant. Mais parce qu'en fait, en France, tout se finit par un bon déjeuner, c'est une formule célèbre. Un festin, avec des sangliers. Voilà, exactement. Mais justement, le village gaulois, il y a des disputes et puis après on se réconcilie. Non, plus sérieusement, moi j'ai lu les commentaires aussi. Alors c'est mitigé. Il y a des gens qui regardent par le petit bout de la lorgnette, mais il y avait aussi pas mal de commentaires intéressants. Et moi je trouve que c'est très sain. Qu'on ait ce type de discussion, ça permet à chacun de préciser ses positions, de voir en quoi il n'est pas compris. En plus, Thierry Messant était le troisième larron, si j'ose dire. Donc, c'était pas un débat entre toi et moi où on aurait castagné tous les deux. C'était un débat à trois avec des nuances. J'étais pas toujours d'accord avec lui, etc. Voilà. Moi, ça me paraît très sain et j'ai du mal à comprendre qu'on se plaigne du débat après l'avoir réclamé. Oui, c'est l'ambiguïté de dire il n'y a plus de débat dans les médias. Et quand il y en a un, on dit ah non, mais comment ça se fait qu'il y ait des points de vue contradictoires? Et puis alors moi j'ai été très frappé, mais c'est un peu ta faute. Donc je précise pour les lecteurs que je t'ai puni après en t'obligeant à boire du vin indien. Oui. Et ça, je me suis dit, j'ai quand même pris ma revanche. J'ai survécu. J'ai noté que beaucoup de gens on a fait revenir sur le courrier des gens que notre chaîne avait évacués et je m'en félicitais. On a fait revenir des gens qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir de nuance. C'est-à-dire, soit on est pro-Poutine, soit on est pro-Yankee, mais dire, attendez, on doit être indépendant et on reparlera peut-être la semaine prochaine de l'affaire du mur de Berlin et de la réaction extrêmement vive du général de Gaulle à la construction du mur de Berlin. En fait, le général de Gaulle, par exemple, puisqu'on en parle, avait annoncé qu'il réagirait s'il fallait par la force à la construction du mur de Berlin à Berlin en 61. Donc, oui, et les chars français avaient étaient sur le point de recevoir un ordre de marche pour aller se placer sur la ligne où les soviétiques construisaient le mur.
et c'est Kennedy et pour les États-Unis Macmillan qui étaient à la pêche ou je ne sais où, puisque c'était une fin de semaine, et donc ils n'ont pas répondu. Mais De Gaulle était le seul, en fait, des trois alliés occidentaux à vouloir réagir. Donc, on en reparlera. Ben, on a beaucoup parlé cette semaine dans le courrier avec Ulrike Reichter. On a parlé lundi, on a parlé mercredi de la situation internationale. Donc, on va parler dans le sujet. Mais ce que je te propose, c'est qu'on refasse notre prochain De Gaulle, si j'étais De Gaulle, qu'on le fasse sur les relations entre De Gaulle et la Russie, puisque l'URSS à l'époque, puisqu'elles ont été beaucoup plus complexes, que De Gaulle était un grand copain des Russes et on était prêt à fusionner les deux États, quoi, que j'ai lu dans un certain nombre de commentaires. Et donc, on aura l'occasion quand même de repréciser un certain nombre de choses. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de politique intérieure, puisqu'il se passe aussi des choses en France et on n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler. En particulier, tu as vu aujourd'hui que la Cour des comptes a remis dans le cadre de sa mission Flash un rapport d'audit, entre guillemets, sur le vrai déficit des retraites en France, avec François Bayrou avait dit, en fait, il y a un déficit de 55 milliards. Le Conseil d'orientation des retraites avait dit, mais non, c'est 6 milliards. La Cour des comptes a dit, c'est plutôt autour de 14 ou 15 milliards, je crois. Je voulais qu'on en parle en disant, non pas sur les détails techniques, mais sur De Gaulle, il aurait réagi comment en découvrant ces chiffres-là? Est-ce que tu peux nous redire la position du général De Gaulle sur les finances publiques? Alors, il faut se rappeler que quand il arrive au pouvoir en mai 58, quand il revient au pouvoir, hein, puisqu'il l'avait quitté en janvier 46, De Gaulle est rappelé non seulement pour l'Algérie, mais parce que dans la haute fonction publique et dans une partie de la classe politique, il y a un sentiment d'angoisse face à l'état des finances publiques. Et en particulier quelque chose... Il faut dire que c'est pas une angoisse, c'est une angoisse fondée face à la planche à billets qui tourne. Et il y a une inflation à 15%. Et il y a quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, c'est qu'en janvier 58, donc 4 mois avant le retour de Gaulle, eh bien Jean Monnet est allé faire la manche, si j'ose dire, au FMI. Il est allé demander de mémoire 500 millions, un emprunt de 500 millions. Et en fait, moi, je recommande à ceux qui nous écoutent et à nos lecteurs du courrier de relire le passage des mémoires d'espoir où De Gaulle raconte l'état d'esprit qui était le sien. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il dit que c'est à ce moment-là qu'il a mis en place une façon de gouverner qui fait que la moitié de son temps a été consacrée aux affaires économiques et sociales et aux affaires industrielles, comme il dit. Donc en fait, contrairement à la légende qu'on a bâtie, l'intendance suivra, et De Gaulle aurait méprisé les questions économiques, au contraire, il croyait que c'était central et il pensait que la France ne serait crédible en politique étrangère que si elle avait résorbé son déficit budgétaire. D'où les mesures énergiques qu'il décide de prendre très vite. Alors, donc, je me permets de recadrer pour certains lecteurs pour qui c'est très flou. Le déficit budgétaire, c'est la différence qu'il y a chaque année entre les recettes de l'État et les dépenses. Et la dette publique, c'est la somme de ces déficits. Et donc, à l'époque où De Gaulle arrive, l'État est en déficit, notamment parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam, qui est la guerre d'Indochine, qui a coûté très cher, parce qu'il y a la guerre d'Algérie qui oblige à des dépenses extrêmement élevées, parce qu'il y a une crise économique, parce que très souvent, on imagine que les 30 Glorieuses, les billets de 500 francs, les pascals tombaient du ciel chaque matin. Non, il y a eu des difficultés économiques. Et donc, l'État en France en 1958, on rappelle que De Gaulle arrive au pouvoir en mai 58, l'État étant... Il y a une crise des finances publiques. Il y a une crise des finances publiques et ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a aussi une crise
de la balance des comptes courants, c'est-à-dire des échanges entre l'extérieur et entre la France et l'extérieur. Ça inquiète autant De Gaulle, et il repère en particulier qu'il y a un essoufflement de la capacité d'exportation de l'industrie française. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que De Gaulle prend une décision qui est à l'opposé de celle de Donald Trump aujourd'hui. Il décide de sortir du protectionnisme français qui avait commencé dans les années 1890. Parce que là aussi, il faut dire, beaucoup de Français ont l'idée que De Gaulle était un protectionniste. Et en réalité, ce que dit De Gaulle, c'est que le protectionnisme, ça protège, comme son nom l'indique, et donc ça dispense les entreprises françaises de faire l'effort de compétitivité, d'adaptation à la concurrence internationale. Et donc, il décide, lui, de dire on va s'ouvrir, à commencer par s'ouvrir au marché européen, parce que c'était quand même, là aussi, on a l'impression que De Gaulle était un anti-européen. En réalité, le libre-échange avec l'Europe, c'est quand même une idée gaulienne de 1958. Alors, de Gaulle avait été hostile à certains aspects de la construction européenne. Par exemple, il avait refusé la communauté européenne de défense. Il s'était même allié aux communistes pour la faire échouer en 1954. Il avait eu un avis mitigé sur le traité de Rome de 1957, n'étant pas encore au pouvoir, parce qu'il pensait il n'était pas sûr que la France avait assez durement négocié. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que dans les négociations européennes, De Gaulle voulait que la France négocie au mieux de ses intérêts, au lieu de vouloir faire plaisir à tel ou tel. Bon, mais une fois qu'il arrive, il se dit qu'il faut un choc pour l'industrie française. Et d'ailleurs, il a une formule. Alors je la restitue approximativement, mais dans les mémoires, elle est très frappante. Il dit à l'ère industrielle, il fallait développer l'industrie, et à l'ère de la compétition, il fallait devenir compétitif. Alors les gens vont nous dire, mais c'est pas De Gaulle ça. Ben si, De Gaulle pensait qu'il y avait un défi de compétitivité pour la France, et en fait, ce que souvent les gens qui admirent De Gaulle ne comprennent pas, c'est que sa force, c'est qu'il regardait le monde tel qu'il était. Et donc, pour De Gaulle, il y avait une réalité qui était le redémarrage de l'industrie des grands pays, qu'on appellerait occidentaux aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il lui importait que la France, qui avait bien démarré d'ailleurs dans la première moitié des années 50, soit compétitive avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec le Japon, avec les États-Unis, bien sûr. D'où l'idée, on ne peut pas faire sans le marché commun. Et dans son esprit, c'était aussi nécessaire pour que l'agriculture française ne se repose pas sur ses lauriers, sur l'héritage du passé. Dans le passage des mémoires que j'ai en tête, De Gaulle insiste sur l'importance de l'épargne et du capital accumulé génération après génération, mais précisément, dit-il, il faut être capable de le faire fructifier, et c'est pour cela qu'il faut ouvrir, explique-t-il, les frontières économiques. Alors, sur le déficit des finances publiques, donc lorsqu'il arrive, l'État est obligé de faire tourner la planche à billets, ça provoque une instabilité monétaire. On notera d'ailleurs que ce que De Gaulle, lorsqu'il arrive au pouvoir, déplore, c'est ce que propose comme solution économique l'UPR de François Asselineau, qui se réclame de Gaulle. C'est là qu'on mesure la dissonance qu'il y a entre la projection fantasmatique du gaullisme et ce que ça fut. Qu'est-ce que propose De Gaulle pour juguler la crise des finances publiques et la crise monétaire? Alors, si tu me permets, comme tu parles d'Asselineau, moi je dirais, je pense qu'il y a une confusion en fait qui est souvent faite. C'est que ce qui permet à De Gaulle de ramener la confiance, c'est le patriotisme, sujet dont on a parlé la semaine dernière. Et donc il dit c'est un effort national. Mais à partir de là, et là je réponds à ta question, le paradoxe, c'est que cet effort national est fait avec le contraire des recettes qui sont préconisées aujourd'hui.
c'est-à-dire il faut résorber le déficit, il faut mettre en cause un certain nombre d'avantages acquis. On pense par exemple à la suspension temporaire des indemnités pour les anciens, comment on appelle ça, les anciens combattants. Voilà, je cherchais le mot, c'est pas les vétérans en américain, les anciens combattants. Et puis un certain nombre d'avantages aussi sociaux qui avaient pu s'accumuler dans les années 50. Mais De Gaulle pense qu'il faut résorber les déficits ministère par ministère. Et il le fait très sérieusement. Alors, quand on parle de la confiance, il a fait venir Antoine Pinay. Pourquoi? Comme ministre des Finances. Voilà, comme ministre des Finances, parce que Pinay, en 1952, avait été un président du Conseil aimé des Français. Et puis surtout, il avait réussi un emprunt à l'époque. Mais De Gaulle ne veut pas que la France continue à emprunter à l'étranger. Il veut que ce soit un emprunt auprès des Français pour redonner confiance aux Français dans l'économie nationale. Et c'est ça l'enjeu. Donc, il a fait venir Pinay, et puis il fait venir d'autre part un haut fonctionnaire qu'il apprécie, qui est Jacques Rueff. Et alors, c'est Rueff qui est le plus drastique et qui propose un plan d'économie systématique, s'accompagnant d'ailleurs d'une dévaluation acceptée, mais dans l'idée qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Parce que c'est ça la stratégie. Donc, si je peux remettre dans le contexte, le plan Pinay-Rueff, mais qui sera surtout le plan Rueff, est finalisé en novembre-décembre 1958. Il est lancé officiellement début janvier 1959 et il repose sur ces deux logiques. On dévalue pour purger le radiateur, si j'ose dire, et d'un autre côté, on rétablit l'équilibre des comptes publics, c'est-à-dire qu'on arrête de faire du déficit. C'est ça la logique de Rueff. Alors, il faut se rappeler un épisode extraordinaire, c'est qu'au mois de décembre 1958, il y a une réunion autour du général de Gaulle qui vient d'être élu président de la République. Je rappelle qu'il avait d'abord assumé le rôle de président du Conseil, de Premier ministre, puis il y a eu le vote de la Constitution de la Ve République, puis il a été élu président par un collège électoral. Sa première élection est faite par un collège électoral, pas par le suffrage universel. Et donc, c'est quasiment sa première grande réunion de président, et c'est une réunion qui a frappé les esprits parce qu'elle a duré 10 heures. On a passé 10 heures avec le directeur du budget, avec un certain nombre de directeurs d'administration centrale, autour de Jacques Rueff, d'Antoine Pinay, de Georges Pompidou, directeur de cabinet, etc. Et tout le monde a discuté les propositions de Jacques Rueff. Alors ça a été très tendu. Par exemple, il y avait Guy Mollet qui était entré au gouvernement et qui représentait les socialistes et qui manque faire échouer et qui dit qu'il veut une augmentation du SMIC, qu'à l'époque on appelait le SMIC d'ailleurs, avec un G et non pas un C. Et il y a des points sur lesquels De Gaulle doit transiger, mais ce sont des concessions mineures par rapport à l'idée d'ensemble qui est la réalisation de grandes économies pour que la France reprenne la maîtrise de son destin. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une politique d'austérité. En réalité, quand De Gaulle arrive au pouvoir, il dit c'est le bordel, les finances publiques sont en pleine capilotade, on fait de l'austérité. Oui, alors, quelles sont les différences dans la situation d'aujourd'hui ? Et je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de la dévaluation monétaire. Il faut en avoir conscience. L'euro ne peut pas être manipulé. Donc, si on veut transposer ce qu'a fait le général de Gaulle, il faut réfléchir à ce que veut dire ne pas avoir comme tu dis, on ne peut pas purger le radiateur simplement en faisant sortir l'air. Voilà, en gros, c'est ça. Deuxièmement, il y a une grande différence, pour moi, qui est dans l'état d'esprit, qui est le fait qu'à l'époque, la haute fonction publique française est profondément patriote. Je crois que c'est la différence avec la situation d'aujourd'hui. On a quand même un certain nombre de hauts fonctionnaires, d'abord, qui semblent ne pas être très inquiets de la dépense publique, et puis qui, d'autre part, semblent penser que
les idées à prendre, elles se trouvent plutôt à Washington ou à Bruxelles qu'à Paris, en se fondant sur la réalité française. Et donc ça, ce sont des différences qu'il faut avoir en tête. Si on peut quand même dire 3 mots sur le parcours, la personnalité de Jacques Rueff, qui est l'homme qui en fait a repris à la demande du général de Gaulle le contrôle des finances publiques et a rétabli l'équilibre budgétaire. Il était connu dès les années 20 parce qu'il était inspecteur général des finances. Il était connu dans les années 20 pour avoir participé au plan Poincaré qu'on peut peut-être citer. Et surtout, parle-nous, dis-nous 3 mots du plan Poincaré et je redirai une autre chose sur Jacques Rueff. La question, dans les années 1920, la France se pose, comme tous les États qui ont fait la Première Guerre mondiale, se pose la question de la stabilité monétaire, mais aussi de la dévaluation, puisque la guerre a épuisé les finances publiques, on a dû avoir recours à l'emprunt, là aussi, donc là c'était auprès des Américains, et en même temps, il y a une masse monétaire en circulation qu'il faut résorber en partie, la décision de Poincaré, qui est différente de celle des Britanniques à la même époque, c'est d'assumer le fait qu'il faut une dévaluation pour retrouver ensuite la stabilité monétaire. Et c'est là que Rueff est décisif, parce que Rueff, à la fois, aime la stabilité monétaire, il aime les talons or, et c'est quelque chose dont il s'entretiendra souvent avec le général de Gaulle, on aura l'occasion d'en reparler, mais en même temps, il dit à Poincaré, il faut être réaliste, ce que les Britanniques veulent, c'est-à-dire maintenir le niveau de la livre d'avant-guerre par prestige national, c'est mauvais pour l'économie. Il vaut mieux adapter la monnaie à l'état réel de l'économie. Et donc là, Poincaré, Rueff en 1926 de mémoire, sort un premier plan Rueff, si j'ose dire, qui consiste à dire on dévalue la monnaie, mais en même temps on résorbe le déficit, puisque en réalité c'est la méthode libéral. Donc je voulais rajouter un point sur Rueff, c'est qu'en 1938, il est invité par Jacques Rougier au fameux colloque Lippmann, qui réunit notamment Friedrich Hayek, Raymond Aron, un certain nombre de figures de ce genre. Et c'est au colloque Lippmann qui a lieu à Paris en 1938 qu'est inventé le mot néolibéral. Alors Rueff étant un peu hostile à cette appellation, mais il faut avoir en tête que contrairement à ce que je lis très souvent et qui me navre, à savoir que le général de Gaulle était contre les libéraux, n'avait pas de sympathie pour les libéraux, était au fond plus socialiste que libéral, en réalité, lorsque de Gaulle arrive au pouvoir, c'est sur les inventeurs du néolibéralisme, mais qu'on peut critiquer, rien n'est figé dans le temps, mais de Gaulle s'est appuyé sur la figure emblématique du néolibéralisme en France pour rétablir les comptes publics dès son arrivée. Oui, et il faut rappeler aussi que Jacques Rueff est très sous-estimé comme économiste, alors qu'il est le seul à son époque à avoir osé affronter intellectuellement Keynes. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié. D'ailleurs, Rueff avait du respect pour Keynes, tout en le critiquant et en pensant que la politique de déficit public prônée par Keynes était mauvaise à long terme. C'est d'ailleurs en lui répondant que Keynes a eu cette boutade que tout le monde cite, et enfin en tout cas autrefois à Sciences Po on la citait, à long terme nous serons morts. Mais c'était une pirouette intellectuelle. Keynes était brillant, il était drôle, mais ça n'allait pas sur le fond. C'est-à-dire que la préoccupation de Rueff et ce en quoi De Gaulle le soutient absolument, c'est de dire nous ne pouvons pas sacrifier la génération prochaine au nom de facilité pour l'économie d'aujourd'hui. Alors, à l'époque de De Gaulle, il y a déjà, contrairement là aussi à ce qu'on croit, alors à l'époque de Gaulle, c'est une époque bénie, les cotisations retraite représentent 9% du salaire, dire 3 fois moins qu'aujourd'hui, mais le système de retraite et la sécurité sociale elle-même sont déjà en déficit chronique. Et donc De Gaulle va proposer les fameuses ordonnances de 67 pour
modifier la gouvernance de la sécurité sociale et rétablir les comptes. C'est presque une pré-loi Juppé, d'une certaine façon, pré-réforme Juppé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces ordonnances de 67 ? Alors, je les connais pas forcément bien. Je pense que tu les connais mieux que moi. Je préfère répondre sur le cadre général, c'est-à-dire pour ce que j'ai retenu, c'est que dans l'esprit de Gaulle, il n'y avait rien qui était figé. C'est pas parce qu'en 1945 on avait de manière adaptée aux circonstances de l'époque pris un certain nombre de mesures qu'il fallait les graver dans le marbre pour toujours, et tout pouvait être remis en cause pourvu que l'intérêt de la France et en l'occurrence le financement à moyen et à long terme de la sécurité sociale soit préservé. Alors, je vais peut-être en dire 3 mots du coup. D'abord pour redire qu'à l'époque du général de Gaulle, la retraite est à 65 ans, il faut le redire, qu'en réalité, quand de Gaulle arrive dans le gouvernement provisoire de la République française en 1944 à Paris, il hérite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la retraite par répartition qui a été mise en place par Vichy. Alors si ça intéresse des lecteurs, on refera cette histoire. Très souvent, on a l'illusion que c'est le Conseil national de la résistance qui a créé ça. En réalité, c'est pas exact. Et ce qu'il va faire à l'époque, parce que lorsqu'on crée, on formalise la sécurité sociale dans ces termes, j'allais dire contemporains en 1945, la sécurité sociale est d'abord une affaire de salariés. Les patrons ne représentent que 25% des voix dans les conseils d'administration. Et De Gaulle va instaurer le paritarisme, c'est-à-dire qu'il va dire c'est le bordel, les syndicats de salariés sont incapables de tenir les comptes et de mener une politique sociale qui soit équilibrée financièrement, et donc on va mettre plus de patrons dans les conseils d'administration. Ce que moi je retiens de cette époque, c'est que effectivement pour le général de Gaulle, mais c'était une doctrine très répandue dans la société française à l'époque, la sécurité sociale c'était une compagnie d'assurance. Et de fait, la sécurité sociale c'est une compagnie d'assurance monopolistique sur son secteur, mais c'est une compagnie d'assurance. Qui à l'époque d'ailleurs était privée, purement privée, c'est-à-dire que les statuts n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et dans l'esprit de l'époque, une entreprise privée ne pouvait pas vivre de déficit, ça n'était pas possible. Et donc il fallait que le système soit équilibré. Avec, à l'époque, on le redit, une espérance de vie qui était très inférieure à celle d'aujourd'hui. Je crois que les hommes français peuvent espérer vivre jusqu'à presque 80 ans, mais pas complètement 80 ans. À l'époque, l'espérance de vie est plus proche de 72 ans, 73 ans que de 80 ans. Et la retraite est à 65 ans. Et donc, moi, ce qui me paraît important de souligner, c'est que, alors que beaucoup de gens aujourd'hui ont l'impression que c'était une époque bénie, tout était facile, et en plus, De Gaulle faisait du social, en réalité, c'était un orthodoxe budgétaire. C'était un vrai libéral. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure et sur Rueff et les origines de ce qu'on appelle le néolibéralisme, il y a bien évidemment, par rapport à ce qui s'est fait dans les années 80 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a une différence. Cette différence, c'est que De Gaulle n'aurait jamais accepté, comme par exemple Margaret Thatcher l'a accepté, que le pays se désindustrialise. Au contraire, il souhaitait que l'industrie française ne cesse de se renforcer, que la France soit dans les domaines de pointe. Mais je vais prendre un autre sujet qui est beaucoup discuté aujourd'hui et on entend un peu n'importe quoi. La position de De Gaulle sur l'immigration. Et à l'époque, je rappelle que l'immigration, c'est une immigration essentiellement de main-d'œuvre parce que la France, qui est en pleine expansion et d'ailleurs dont l'activité se relance grâce au plan Rueff, Pinay-Rueff, eh bien, la France a besoin de faire tourner ses usines. Et c'est à ce moment-là que le patronat français se met, comme d'ailleurs l'Allemagne ou l'Italie à la même époque, à faire venir des travailleurs étrangers. Sauf que De Gaulle, quand il est hostile en partie à l'immigration et quand il demande qu'on la restreigne le plus possible, il dit c'est parce que, attention, c'est bien dans l'immédiat, mais à moyen terme ou à long terme, c'est une solution de facilité pour le patronat français qui, au lieu d'investir dans la modernisation et dans la robotique, préfère faire venir une main-d'œuvre bon marché.
Donc, je donne cet exemple-là pour qu'on comprenne que De Gaulle est absolument préoccupé par la question de la modernisation de l'industrie française et de la compétitivité de cette industrie. Et que souvent, il a été dur avec le patronat français parce qu'il le trouvait frileux, manquant d'audace et finalement nostalgique, comme il disait, de la France de la lampe à huile et de la marine à voile. Bon, sur le fond, le patronat contemporain n'a pas beaucoup varié par rapport au patronat de l'époque. Non. Le fond frileux est le même. Si on parle de Gaulle libéral, il y a une formule, alors j'ai plus les termes exacts en tête, mais je me rappelle l'avoir lu. Il dit vers 1965 ou 6, il dit que quand la part du prélèvement par l'État dans le PIB dépasse 30%, on bascule dans une société socialiste. Et pour lui, c'était 30%, c'était déjà grave, c'était déjà il voyait venir ça, il voyait bien la pression de l'État moderne, la technocratie, la nécessité pour l'État de se nourrir lui-même sur la bête, si j'ose dire. Mais il avertissait en disant que c'était un risque de long terme. Donc on reprécise qu'aujourd'hui, les prélèvements obligatoires représentent à peu près 47% du PIB. On n'a jamais atteint un tel niveau. Parce que là aussi, beaucoup de gens disent Macron est un ultralibéral. Enfin, il n'y a jamais eu autant imposeur, si j'ose dire, que Macron. Et les dépenses publiques sont à environ 55% du PIB. Là aussi, ce sont des choses extraordinaires. Concrètement, pour bien illustrer le propos, est-ce qu'un De Gaulle aujourd'hui qui arriverait déciderait de baisser les retraites, comme il l'a fait pour les anciens combattants lorsqu'il est arrivé au pouvoir? De Gaulle dirait la vérité, et donc il proposerait soit le passage à 65 ou à 67 ans en termes de cotisation, soit une baisse des retraites, enfin, on peut pas dire a priori quelle serait quel serait ce qu'il retiendrait, mais en tout cas, il est bien évident que il nous ferait pas le laïus du Rassemblement national, ça c'est sûr. Ni des républicains qui sont quand même très frileux. Ni des républicains, oui. En tout cas, de l'aile qu'on appelle les gaullistes sociaux, qui sont une invention. Je crois que les quelques éléments qu'on a dit montrent que c'est un grand fantasme. Les gaullistes sociaux type Xavier Bertrand, qui sont quand même dans l'eau tiède en permanence. Je n'ai jamais compris ce que c'était les gaullistes sociaux. Il m'est arrivé de rencontrer Gérard Larcher qui m'a expliqué qu'il était un gaulliste social. Je lui ai demandé de m'expliquer. Voilà, j'ai entendu un Ratsock m'expliquer qu'il fallait surtout pas prendre de risques. Et je pense que s'il y a eu ce qu'on a appelé un gaullisme de gauche à un moment, c'est effectivement ceux qui, dans l'entourage du général de Gaulle, voulaient pousser la participation et trouvaient que ça n'avançait pas assez vite. Mais le gaullisme social, j'ai jamais bien compris ce que c'était, mais c'est peut-être que j'ai pas écouté, hein, c'est possible. C'est quand on fait beaucoup de banquets, on a une vie sociale bien remplie. Ça doit être ça. C'est vrai que Gérard Larcher a quand même, en inaugurant une statue de Jean Monnet, a réussi à faire l'éloge du général de Gaulle. Donc c'est ça le gaullisme social, je pense. Voilà. Oui, mais avec une ironie fine quand même dans son cas. Oui, c'est vrai. Bon, merci Edouard. Alors on précise que lundi, on ne se retrouvera pas en présentiel pour Chaos Global, on le fera à distance puisque tu as un contretemps, je crois. Et que donc mercredi prochain, il y a un break, il n'y aura pas de Thierry Messant. Et nous nous retrouverons, je l'espère, en présentiel le lundi suivant pour la rentrée de mars. Bon courage à toi, Edouard. Merci Eric, à bientôt.